de l'histoire, alors que beaucoup supputent et se cristallisent vers les premiers signes qu'il donne avec ces rejets en cascade qui ont pu être observés aujourd'hui. Nombreux ne sont pas passés au travers du tamis, beaucoup ont été recalés, mais surtout, la grande interrogation était celle du candidat du Manidem. Les débats ont été, le délibéré a été renvoyé à demain 15h. Et s'il advenait, justement, comme le dit Timothée Somba, que le Conseil cède à la clameur, à la pression, aux tensions qu'on a pu observer malheureusement, il y a eu un fort déploiement militaire. Est-ce que vous sentez cette institution-là capable justement de ne dire que la loi et de faire fi des conditions qui entourent justement le rendu de cette loi demain lorsqu'il sera 15h? Moi, je ne sais pas voir ce qui se trouve dans le ventre d'une femme quand je ne suis pas médecin. L'Afrique aujourd'hui bouge. Et le Cameroun fait partie de l'Afrique. Les émergences de jeunesse africaine nous parlent et nous renseignent sur ce que l'Afrique doit être demain. J'ai l'impression, parce que vous avez posé une question il y a cela 2 semaines, pourquoi il y a tant de candidatures. Et maintenant, vous posez la question de savoir pourquoi il y a tant de rejets. Moi, ça me gêne un peu, mais ça me rassure sur le fait que les gens ne savent même pas de quel Cameroun il s'agit. Le Cameroun dont il s'agit, c'est celui qui, pendant près de 17 ans, a fait une guerre avec la Grande Nigeria, la guerre de Bakassi. Et pendant près de 10 ans, une nébuleuse Boko Haram, appelée Boko Haram, semble-t-il, qui était très bien assise dans un pays voisin, très proche de l'affaire Bakassi, a décidé de venir se laver dans la partie septentrionale du pays. Les raisons pour lesquelles qui ont été évoquées étaient celles que la partie septentrionale du pays s'appelait Grand Nord. Et nous sommes souvenus que toutes les crises qu'il y a dans le monde entier sont des crises de Nord et de Sud. Et là, nous sommes rendus compte qu'elles sont mises en exergue par des gens qui ne connaissent pas l'Afrique, qui ne connaissent pas le Cameroun. À savoir que les Occidentaux ont cru devoir nous amener en bateau en nous faisant faire des crises qui ne sont pas les nôtres. Et la dernière en date pour le cas du Cameroun, c'est la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est-à-dire les gens nous ont dit que le fait de parler la langue, on doit faire une crise. Lorsqu'on fait ce constat, doyen, nous sommes là véritablement donc face à une actualité qui interpelle, ou de cette lecture transversale que vous faites. J'en viens pour bien appréhender cette actualité, il faut que la situation soit bien établie et bien claire. Oui. On ne peut pas se lancer sur des nébuleuses dont on ne maîtrise pas. Je vous dis que si les Camerounais savaient quelle est la situation du Cameroun à l'heure actuelle dans le concert des nations, on ne blaguerait pas avec le seul poste le plus important dans un État qui est le poste de président de la République. Et on sera plus attentif sur les 13 bons Camerounais dont les noms sont sortis après la première stade de tri qu'on appelle Elekam. Il faut magnifier les gens et se rendre à l'évidence que les 13 Camerounais, ils étaient 8 à l'époque, les 13 Camerounais, certainement ont une bonne maîtrise de ce que le Cameroun est demain. Et le Cameroun est demain, c'est celui qui a eu quelques strates. Dans les années 90, on a arrêté le pays pendant 18 mois. Et 30 ans après, on demande au pays de construire les routes et tout ce que vous voulez. Mais surtout qu'il ne faut pas oublier les stats que j'ai cités tout à l'heure. Parce que si quelqu'un sait exactement pourquoi il y a eu, on parle de guerre de Bakassi, nord-ouest, sud-ouest, qu'on transforme en guerre anglophone. Et si on le sait, on fait comme Serge Espoir Matumba. On rassure la population qu'on est sérieux en ce qui concerne le devenir du Cameroun. Serge Matumba et ses 12 congénères nous ont rassuré qu'ils ont la maîtrise du Cameroun de demain. Parce que le Cameroun de demain, c'est celui qui voudrait que chacun et tous, on puisse se mettre ensemble pour le construire. On ne peut donc pas oublier qu'il y a eu un grand dialogue national dans notre pays où on a demandé à chacun des Camerounais s'il maîtrise vraiment le Cameroun pour lequel ils veulent gouverner. Et on ne s'est pas rendu à l'évidence qu'il y a, dans la partie nord-ouest et sud-ouest, des gens qui ont fait un effort pour ramener les Camerounais vers le droit chemin. Ça s'appelle tournée du grand dialogue, mise en place d'un certain nombre de résolutions. Et on peut donc se dire que ce qui se passe au nord-ouest aujourd'hui, ou à quoi il a fait, les gens vont au travail, ils vont à l'école, ça veut dire que le travail qui attend Serge Espoir Matumba est celui de rassurer les Camerounais que lorsque nous sommes dans la même voie, lorsque nous sommes ensemble, on peut avancer. Si on ne voit pas le Cameroun de cette manière-là, vous n'allez pas comprendre pourquoi des individus sans foi ni loi se sont permis de nous perdre du temps en allant déposer des dossiers incomplets au Conseil constitutionnel. Et ils ont même fait pire. C'est-à-dire qu'ils sont repartis le lendemain sans le complément de dossier qu'ils doivent amener pour que le travail soit fait. Il ne faut pas que nos enfants croient qu'on peut faire le baccalauréat francophone au Cameroun sans avoir le probatoire. Il faut leur dire que non seulement il faut avoir le probatoire, mais il faut beaucoup travailler pour que cela marche. Et pour cela, il faut commencer à encourager
les gens qui dansent dans les maisons aujourd'hui, parce qu'après avoir eu le probatoire, ils se sont présentés au baccalauréat et ils l'ont eu. Et l'un d'entre eux s'appelle Serge Espoir Matoba. Merci, doyen. C'est vrai que je n'ai pas vu la chute là, mais je la valide. je la valide. Elle rassemble et elle parle aux Camerounais qui justement s'inquiètent des tensions qui pourrait y avoir justement, Jean de Dieu Evouna, lorsque le déroulé et surtout le rendu final des postulants pour la présidentielle sera connu. On a vu un fort déploiement, quelques militaires dans les rues aujourd'hui, on a vu quelques esclaves, on a vu quelques échauffourées, on a vu un palais des congrès plus ou moins assailli. On présuppose que les soifs et toutes les tensions ne se sont pas asséchées puisque le point focal semble ne pas avoir été atteint. Demain, certainement, la même tension sera palpable aussi, ce que nous ne souhaitons pas, bien évidemment. Mais comment est-ce que vous, en tant qu'observateur des sciences sociales, vous vous positionnez lorsque vous voyez autant de tensions, lorsque vous voyez ou percevez autant d'ambiguïté sur un rendu qui est simple, si l'on s'en tient à ce que Timothée Somba nous a dit, une application stricte et simple de la loi? Mon observation est simple. C'est un signe positif de la culture politique grandissante au sein du peuple profond du Cameroun. C'est un signe positif. Si il n'y avait pas cette effervescence autour du Conseil constitutionnel, cela voudrait dire que le Camerounais lambda ne s'intéresse pas à la chose politique. C'est normal, c'est un signe positif. On a vu une contestation et une tension autour d'un seul nom ou d'un seul parti. À croire que les autres... Tout ceci contribue à prouver, à dire aux juges qu'ils sont obligés de dire la loi et rien que la loi. Oui. Parce que s'il n'y a pas cette pression du peuple, nous risquons de nous retrouver dans cet état de choses où les gens qui sont à la tête des institutions n'ont pas le souci de les maturer, comme j'ai l'habitude de le dire. N'ont pas le souci qu'il y a un peuple à qui ils doivent rendre compte. N'ont pas le souci de se rendre compte qu'ils sont là au service du peuple profond et non pas au service de certains, d'un clan ou d'une certaine caste. Oui. C'est pourquoi je dirais que j'apprécie cette effervescence, sans toutefois... non, sans toutefois souhaiter qu'il y ait des dérapages. Oui. Cette levée du peuple donne un signal fort. Nous voulons des institutions fortes. Nous voulons que vous rendiez la justice, parce que je l'ai toujours dit, c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui garantit le développement d'une nation. C'est la justice qui garantit l'épanouissement d'un peuple. Et si cette justice est libre, ça veut dire qu'elle rend libre le peuple. Et par conséquent, ce que nous observons nous dit clairement que le peuple a maintenant le droit de regard sur ce qui se fait au sommet. Oui. Et il va de soi que le peuple ne s'adresse pas seulement à la Cour constitutionnelle, mais à toutes les institutions. C'est qu'ils nous regardent. Ils doivent comprendre qu'ils ont le devoir moral, le devoir devant Dieu et devant le peuple de rendre la justice et rendre le peuple libre. Et comme je dirais, pour le moment, je dis qu'ils marquent des points par le fait qu'en 2018, ils ont ouvert la voie à la communication internationale. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merci, Jean-Dieu Evouna. Jean-Moïse Mbok, alors, est-ce que pour vous, il y aura rendu ou alors un verdict à la hauteur si demain la candidature qui cristallise toutes les contestations, elle était toujours invalidée? Moi j'ai l'impression que c'est nous sur les médias qui amplifions une situation qui n'en est pas en fait. Les Camerounais dans la rue, qui bagarrent, qui scandent, qui crient, non, ils ne vous parlent pas? Ne comprenez pas mal le message des Camerounais. Le message des Camerounais, c'est qu'on pense qu'on mérite mieux. On pense qu'on peut avoir mieux. On sait qu'on a la ressource pour avoir mieux. Vous savez, la mondialisation nous a rattrapés. On a voulu rester au village, mais la mondialisation nous a rattrapés. Et ça nous a rattrapés de manière à ce que le monde dans ces échanges, soit vous êtes un comptoir, soit vous êtes une unité de production. Et aujourd'hui, on a l'impression que les autres ont compris ça.
produisent et viennent nous vendre chez nous. Et vous avez une jeunesse qui est suffisamment éduquée, suffisamment informée, qui s'intéresse à la vie du monde. Oui. Et qui estime que nous aussi nous avons voix au chapitre. Ce qui fait donc que quand les gens se mettent à crier, cherchent le candidat le plus agité, se tiennent derrière la personne, ce n'est pas la personne qui les intéresse fondamentalement, c'est la personne qui donne l'impression que je vais vous sortir du trou. Mais comment on répond à ça? On répond à ça avec des gens sérieux, comme le PURS. Et je rejoins parfaitement le doyen, qui rappelait que nous sommes dans un contexte où on n'a pas besoin d'agitateurs ou d'agitation. Et on n'a pas besoin de mettre des projecteurs sur les agitateurs et les agitations. Alors, ce que vous dites est tout à fait pertinent, mais cela pourrait être paradoxal. Vous avez un candidat, par exemple, celui du PURS, qui est, tout le monde le reconnaît sur ce plateau, sérieux, mais vous avez aussi d'autres qui estiment que c'est leur tour, et c'est eux, c'est mon tour, comme ils disent. Alors, comment est-ce que vous parvenez à comprendre que cela capte et cristallise autant d'effervescence autour de leur projet, alors que ceux qui sont sérieux, parfois, ont de la peine à véritablement être audibles et à rassembler autour de l'ambition qui est la leur? Ce que vous soulevez relève simplement de la responsabilité sociale de tous, et des médias d'abord. Qui amplifie le mauvais message? C'est les médias. Qui peut mettre le bon message en avant? C'est encore des médias. C'est-à-dire que si nous négligeons la force de la communication, nous tomberons dans le piège. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent de tous les médias sociaux pour passer un message. Ils achètent les vues, ils achètent les publicités et l'amplifient. Mais au fond, Stéphane, vous voulez parler des gens qui disent que c'est leur part. Vous allez dans les quartiers. C'est eux qui sont mariés au Bamileke, au Bassa, au Ziondo, ainsi de suite. Et ils font des enfants allègrement. Donc finalement, le mapartisme est un concept qui est fabriqué par certaines personnes qui n'ont pas un projet cohérent et qui estiment qu'on va passer en force. Parce qu'ils ont réussi à vendre une communication d'un parti qui a tout fermé, tout verrouillé, et on ne peut pas le battre de manière régulière. C'est eux qui ont fabriqué ça. Ils ont donné l'impression que toute opposition est vouée à l'échec. C'est une grossière erreur. C'est pour ça que les médias doivent corriger ça et ramener l'éducation politique en disant aux citoyens, vous devez lire les projets et les programmes politiques des candidats. Au lieu d'aller sur Facebook, la République de Facebook, comme quelqu'un l'appelle, Timothée l'appelle sur la République de Facebook, où les gens sont présidents sur Facebook, font des discours sur Facebook. Mais si vous demandez à un de leurs militants, votre projet, c'est lequel? Ils ne peuvent pas vous dire. Parce que là-bas, on n'enseigne pas la culture politique. On enseigne la casse, la barbarie, la sauvagerie, la violence. Mais on oublie que la mondialisation nous rattrape. Aujourd'hui, l'investisseur qui écoute ce que le PURS propose se dit, je peux mettre mon argent là-bas et être en paix. C'est ça la mondialisation. La représentation diplomatique, des États-Unis, de la Chine et tout, qui écoute un projet politique, se dit quand même, je peux y aller et y mettre des investissements. C'est pour ça qu'on doit être sérieux dans ce qu'on propose. Je veux nous inviter à éviter de mettre de l'accent sur les agitateurs et les agités. Ceux qui pensent que c'est leur part, la République, ce n'est pas ma part. La République, c'est ce que je propose, ce que j'offre et ma capacité à convaincre. Ma capacité une fois que vous l'avez à dit, rassembler. Docteur, ne sortons pas de la question posée. Alors, est-ce qu'il y aura véritablement rendu de justice demain si cette candidature-là a été invalidée? Alors, dans le rôle du Conseil constitutionnel, le FSNC était numéro 30. Et il y avait une requête qui disait que la candidature doit être invalidée parce qu'en interne, ça n'a pas été signé. Mais un groupe fantôme qui est sorti de nulle part et qui est venu poser une requête qui a été balayée du revers de la main par ce Conseil constitutionnel, ont fait le travail de manière claire, de manière responsable. La justice va être dite, du moins le droit va être dit demain de manière claire et responsable. Personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, Stéphane. Personne. Et il faut à un moment donné qu'on rappelle au Camerounais, et j'ai beaucoup aimé ce que le président Matomba a dit, la culture du messianisme, nous la décrions tous les jours ici. Ce n'est pas une attitude républicaine. L'attitude républicaine, c'est que, qu'est-ce que l'autre propose?
Ça peut être mieux que ce que je propose. Moi, je me lève le matin, j'ai ma brouette et j'estime que je peux mieux travailler avec. Le président Matomba vient avec sa fourgonnette ou une camionnette qui peut porter et mes marchandises et ma brouette. Pourquoi je vais refuser de suivre ce qu'il propose au nom du Messie? À un moment donné, je prône le dialogue. J'insiste sur la communion et la communication. Et c'est à ça que les Camerounais sont obligés d'arriver. Demain, le droit va être dit. Le Cameroun va continuer de vivre. Et il faut donc que ceux qui nous suivent s'intéressent au programme et au projet et non à l'agitation. Merci Jean-Moïse Mbok, président Matomba, ou alors monsieur le premier secrétaire. Si vous voulez, président, ça passe mieux. Oui, les Camerounais se reconnaissent derrière ce syllogisme un peu mieux. Alors, sur ce plateau, on arque de faire parler les projets, de faire parler les programmes. On va s'y atteler avec vous, puisque nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau. Le PURS, comment est-ce qu'il se positionne véritablement sur l'espace social? Est-ce un parti travailliste? Est-ce un parti démocrate? Quel est le ferment idéologique? Et surtout, vous avez dit quelque chose. Vous êtes allé au contact des Camerounais. Vous les avez écoutés. Vous leur avez posé une seule et unique question. J'aimerais bien que vous reveniez sur ce qu'ils vous ont répondu, mais surtout ce que vous proposez, alors que l'on s'avance doucement vers le 2 octobre 2027. Permettez-moi, si vous voulez, de revenir un peu sur ce qui a été dit par toute cette brillante personne sur le plateau. Et j'ai envie de me questionner, en même temps que je parle aux Camerounais, de savoir si nous étions vraiment prêts pour la démocratie. Parce que, voyez-vous, il y a des concepts qui ont été développés ailleurs et qui nous ont été imposés. Le doyen Bikoro disait des choses très pertinentes tout à l'heure. Il a évoqué l'aspect des guerres que le Cameroun traverse jusqu'à jour. Ce qui n'a peut-être pas relevé dans le fond, parce que je pense que si vous lui laissiez la possibilité de parler, c'est le moment qui convoque l'arrivée, n'est-ce pas, de Boko Haram au Cameroun. C'est-à-dire qu'on découvre du pétrole dans l'extrême nord. Et puis on a quelques Chinois à qui on attribue, n'est-ce pas, le marché autour de l'exploration de ce pétrole-là. Oui. Et subitement, Boko Haram survient. Boko Haram arrive. C'est-à-dire, commence par, comment ils ont appelé ça, les prises d'otages, oui. Les tueries et autres. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne parle plus de ce pétrole. Tout est rangé dans les tiroirs. Mais en réalité, pourquoi est-ce qu'on arrive à ce niveau et comment est-ce qu'on déstabilise un pays ou alors la construction, la marche vers la construction d'un pays? C'est par tous ces éléments, y compris ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie. Parce que la question de savoir... Version occidentale, bien évidemment. La question de savoir, est-ce que nous étions prêts? Parce que là, c'est une bonne réponse que nous devons apporter. Parce que, voyez-vous, lorsque vous lancez un regard panoramique autour des pays particulièrement francophones, en Afrique, vous allez vous rendre compte que la plupart des pays qui vont vers des élections ont des problèmes. Le Cameroun n'est pas une particularité. Soit parce que les hommes politiques sont instrumentalisés, soit parce que les populations sont instrumentalisées, soit pour plusieurs raisons, mais en réalité, le dominateur commun, c'est les problèmes. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on évite de faire? On évite de construire des hommes. J'ai l'habitude de dire que pour détruire un peuple, il faut détruire son système éducatif. Aujourd'hui, si on a le produit des hommes qui recherchent des messies, comment en sommes-nous arrivés là? Si on a aujourd'hui le produit de ceux qui ne parviennent pas à lire des projets ou à comprendre les messages portés par des personnes, en parenthèse, dites sérieuses, comment en sommes-nous arrivés là? C'est en réalité parce qu'il y a tout un construit que nous n'avons pas vu. Et les médias font partie, n'est-ce pas, de ce construit-là de la société. Nous avons eu pratiquement une trentaine de candidatures qui ont interjeté, qui ont fait appel, ou alors qui sont allés au Conseil constitutionnel. Mais la plupart des médias vont se figer sur un dossier. Qu'est-ce que vous faites des 30, alors qu'il y en a 35. Il y en a 35. 35 dossiers. C'est ça. Et lorsqu'on vous dira que vous faites partie de ceux-là qui contribuaient,
n'est-ce pas, alimenter quelque chose d'autre que ce qui devrait, vous direz non, nous faisons le travail. Non. Il faut au même titre parler du premier au 35e dossier et dire, ou alors juger, si vous voulez, ou apprécier les décisions du Conseil constitutionnel en fonction du premier comme du dernier dossier. S'il y a une particularité, ça veut dire que là, nous sommes dans un piège. Nous tombons tous dans un piège qui, n'est-ce pas, que nous alimentons en plus, et qui ne concourt pas, n'est-ce pas, à la bonne marche de notre pays. Donc, je voudrais que nous puissions, je passe par là pour dire que il est important de savoir aujourd'hui les enjeux que notre pays, auquel notre pays est confronté, et savoir poser les vrais problèmes pour notre pays. Et vous avez des réponses? Parce qu'en réalité, de tout ce que nous disons là, oui, les Camerounais ont besoin d'électricité. C'est pour ça que je questionne les réponses. Je suis en train de venir. Les Camerounais ont besoin d'électricité à la maison. Pourquoi ils n'ont pas d'électricité? En réalité, on va vite faire de tirer sur une ou deux personnes pour dire que ce sont eux le problème. Mais on n'a pas d'électricité parce qu'on n'est pas un pays indépendant. On n'a pas d'électricité parce qu'on n'est pas un pays souverain. On n'a pas d'électricité parce que on ne voudrait pas que les Camerounais aient de l'électricité. Parce que s'il y a de l'électricité, qu'est-ce qui va se passer? Le Cameroun va importer moins, va produire plus, va transformer plus, et le marché camerounais sera alimenté. Alors, comment on fait pour torpiller tout ce qui est projet énergétique au Cameroun? C'est quand le Cameroun va sur les marchés, on vous dit vous avez besoin d'aller sur les marchés financiers pour lever les fonds. Très bien. On va sur les marchés financiers, on obtient de l'argent. On nous dit vous avez besoin de construire des barrages. On construit des barrages et au moment où on va injecter, n'est-ce pas, on devrait injecter de l'énergie qui part des barrages pour alimenter jusqu'au dernier consommateur. On vous dit que les voies de transmission n'ont pas été construites. Entre-temps, vous commencez à payer la dette puisque vous êtes allé sur les marchés publics. Vous êtes allé sur les marchés lever les fonds. Vous commencez à payer la dette, l'argent que vous avez emprunté pour construire ces barrages. La conséquence, c'est quoi? C'est que vous êtes dans un processus d'endettement continu qui ne vous permettra pas de vous développer demain. Mais on veut vous éloigner de ces questions-là, qui sont des questions prioritaires et importantes de la nation, en vous amenant dans d'autres choses qui, ma foi, excusez-moi du terme, qui sont des pures distractions. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Le Cameroun doit retrouver ou alors doit devenir ce pays indépendant pour lequel certains Camerounais se sont levés. Ils se sont battus. Ils ont accepté de verser de leur sang pour ce pays en se disant, nous devons construire un véritable pays. Oui. Vous savez, quand on nous a balancé des documents comme quoi vous êtes devenu un pays indépendant dans les années 60, si vous connaissez votre histoire, vous vous rendrez compte que après cela, il y a plusieurs Camerounais qui se sont levés, qui ont dit, ça ce n'est pas de l'indépendance qu'on nous donne. Et qui se sont dit, nous devons nous battre pour la véritable indépendance, qui jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas acquis. Parce que, tenez-vous tranquille, je vois que vous mourrez d'envie de me reprendre la parole, mais si vous ne me laissez pas dérouler, peut-être que nous pourrons pas... Je voudrais qu'on aille dans un sens par rapport à l'offre que vous présentez, vous avez balayé le constat. Je suis dans l'offre, parce que, tenez-vous tranquille, si on pose mal un problème, on aura les mauvaises solutions. Si je dis aux Camerounais, ils n'ont pas, voici la solution que j'apporte pour l'énergie. Oui. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas de l'énergie. Parce qu'ils vont se limiter à ce qui est vu ou alors ce qui est dit. On va vous dire la Sonatrel n'a pas transporté. Il y a Eneo qui a fait que, son contrat avait fait que. Et puis il y a, n'est-ce pas, comment vous appelez EDF qui produit, EDC, pardon, qui produit, bon, même si EDF est déjà là, avec le barrage de gaz. Donc, il y a EDC qui produit, qui est responsable de... Donc, voilà, vous voyez, on va se limiter là. Mais il faudrait que je dise aux Camerounais que parce que nous avons compris des enjeux, nous disons il faudrait qu'on parte arracher ce que nous appelons la souveraineté, afin de remettre donc le Cameroun aux Camerounais et au centre du développement de notre pays. Maintenant, comment on le fait? C'est une question à laquelle vous allez répondre dans quelques minutes. Alors, le président Matomba, véritablement, vous nous faites exploser notre standard ce soir. J'ai l'impression qu'on aurait pu y ajouter tout ce qu'on veut, mais on serait dans un record de messages. Alors, je vais prendre l'avis